Historiquement, les gens qui avaient ces capacités psychiques étaient persécutés. Or honored. Ou alors honorés. Si vous remontez assez dans le temps, les chamans étaient honorés. Ils étaient considérés comme des chefs, des sages dotés de capacités exceptionnelles. Nous pouvons dire la même chose des écoles des mystères. Il y en a encore aujourd'hui, mais celle que l'on connaît le plus, c'était celle de la Grèce ancienne. C'était des écoles dont le rôle était de sélectionner et d'entraîner des gens qui avaient ces compétences particulières. À vrai dire, c'est seulement à l'époque moderne, relativement parlant, que la persécution a commencé, et ce pour deux raisons. L'une était l'essor de la religion organisée, en particulier l'Église catholique. Le catholicisme, bien qu'il admettait l'existence de ces capacités, ne voulait pas qu'il y ait des gens susceptibles de défier l'autorité de l'Église. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de persécutions. C'est toujours le cas de nos jours. Beaucoup de gens ont peur de ce genre de phénomène qu'ils considèrent comme démoniaque. Le catéchisme catholique est clair là-dessus. Ne vous approchez pas de ces choses, dit-il. Cela fait partie des interdits. Et de l'autre côté de l'échiquier, nous avons la science. Les scientifiques finissent, après un certain temps, par acquérir une vision du monde, celle du matérialisme réductionniste. La science est très efficace comme moyen de comprendre le monde, mais elle n'explique pas tout. Et parmi les choses qu'elle n'explique pas très bien, il y a ce genre de phénomène. Si vous dites à un scientifique « je peux faire quelque chose à distance avec mon esprit », celui-ci vous dira « c'est ridicule ». Il n'y a rien en science qui dit que l'esprit est capable de faire une telle chose. Ce qu'il oublie de vous dire, cependant, c'est que nous ne comprenons pas du tout en réalité la nature de la conscience. La science n'a donc pas beaucoup de choses à dire sur ces phénomènes. Dire que quelque chose est impossible alors que nous ne comprenons pas la nature du phénomène étudié, c'est ridicule. Donc, pourquoi la persécution existe à ce niveau-là? C'est à cause de toutes les raisons que je viens de citer. Sans compter que si vous commencez à penser à quelque chose, même d'aussi simple que la télépathie, beaucoup de gens prendront peur à l'idée de savoir que quelqu'un pourrait connaître leurs pensées les plus intimes. Et puis, pensez aux conséquences que cela aurait sur une société qui n'a plus de secrets. La politique serait très différente. Le système judiciaire serait très différent. Pareil pour le monde des affaires. La société moderne est entièrement structurée autour de l'idée de la légitimité des secrets, qui sont utilisés comme moyen d'instrumentaliser ou presque l'information. Donc, si quelqu'un venait à vous dire « je sais à quoi vous pensez, je peux lire directement dans votre esprit », tout le monde prendrait peur pratiquement, parce que la plupart des gens ont des choses dans leur tête ou dans leur vie qu'ils veulent garder secret. La notion du privé disparaîtrait. C'est un défi qui ferait peur à la plupart des gens. Et si en plus de ça, la personne venait à vous dire qu'elle pourrait influencer les choses à distance avec son esprit grâce aux effets de l'interaction esprit-matière, ou si elle venait à vous dire que le vaudou est une réalité et que vous pouvez être la victime de quelqu'un qui ne vous aime pas, tout cela est susceptible de faire peur aux gens. Donc, lorsque vous additionnez toutes les raisons qui expliquent pourquoi il y a une certaine pression pour que ces phénomènes soient reniés, vous trouverez qu'elles sont nombreuses. Et si vous pouvez influencer quelque chose à distance avec votre esprit, votre énergie ou votre conscience, et puis on voit aussi des gens prier, méditer, faire de la visualisation. Comment interpréter tout cela? La vraie réponse est que nous n'en savons rien.
La réponse approximative serait de dire qu'avec le développement de la mécanique quantique, nous savons qu'il y a cette chose appelée le problème de la mesure quantique, problème qui n'est toujours pas résolu. En effet, quand vous observez un système quantique, vous vous rendez compte que le système répond à l'observation, qu'il y a un effet observateur. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène. Certains scientifiques disent que l'effet observateur n'existe pas. D'autres, et ils sont nombreux, parlent de l'effet zénon quantique qui confirmerait cette relation. C'est en relation avec l'observation. L'idée donc qu'il puisse y avoir quelque chose de particulier au sujet de la nature de l'observation, c'est-à-dire la conscience, et qui fait que le monde en tant que potentialité se transforme en monde tel que nous l'expérimentons, cette idée-là n'est pas totalement absente parmi les théoriciens de la physique quantique. C'est le monde potentiel tel qu'il est décrit par la mécanique quantique qui devient le monde réel tel que nous en faisons l'expérience quotidiennement. Quelle est la cause de cette transition? Certains, y compris de nombreux fondateurs de la mécanique quantique, avancent l'idée selon laquelle cette transition a quelque chose à faire avec la conscience. Ils expliquent que, afin de manifester le monde physique tel que nous l'expérimentons, on a besoin de l'intervention de quelque chose de non physique. Car si l'intervention est purement physique, cette transition demeurera d'un point de vue quantique sous forme d'un potentiel, sans jamais devenir le monde tel que nous le connaissons. C'est cela l'explication approximative que nous avons à ce stade, parce que, autrement, nous n'avons pas une bonne explication. Beaucoup de gens qui regardent ou écoutent ce podcast sont très intéressés par tout ce qui est manifestation. D'abord, est-il possible de manifester quelque chose dans notre vie avec la conscience? Et comment est-il possible qu'on puisse visualiser quelque chose et qu'elle se manifeste? Il y a deux façons d'envisager la question. La première est purement psychologique. Votre attitude et vos désirs façonnent l'expérience que vous faites du monde et la perception que vous en avez. Donc, si vous vous focalisez et que vous passez beaucoup de temps à penser et à travailler sur un résultat particulier que vous désirez, il y a beaucoup de chances que ça se réalise, simplement parce que votre attention est entièrement tournée vers telle ou telle question. Il y a une autre façon, moins conventionnelle, d'envisager la question. Le problème est qu'elle requiert de faire une légère entorse à notre manière de voir le monde. La vision du monde moderne, en particulier la vision scientifique du monde, relève, comme je l'ai dit, du matérialisme réductionniste, qui dit que tout est fait de matière et d'énergie. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Elle ne dit même rien sur la conscience, bien que ce soit la seule chose que nous connaissons intimement. Donc le matérialisme réductionniste ne fonctionne pas très bien quand il s'agit de décrire comment ces phénomènes marchent. À l'opposé du matérialisme réductionniste, il y a l'idéalisme. C'est la philosophie selon laquelle tout commence avec la conscience, dont le monde physique n'est qu'une émergence. Vu sous cet angle, toutes ces histoires étranges touchant à la parapsychologie et au mysticisme deviennent soudainement faciles à comprendre, parce que dans cette vision du monde, la conscience vient en premier, avant le monde physique. Donc, quand vous voulez que quelque chose arrive dans le monde physique, cette chose prend naissance dans la conscience, avant d'émerger exactement comme elle doit émerger dans le monde physique. Nous ne savons pas encore comment, parce que les études scientifiques ne sont qu'à leur début dans ce domaine. En revanche, il est possible de voir les effets de l'interaction matière-esprit au laboratoire. Habituellement, quand nous pensons à la manifestation, nous pensons à de grandes choses dans la vie réelle, comme « je veux gagner à la loterie ». Au laboratoire, nous utilisons des cibles bien plus restreintes, telles que la bactérie in vitro, ou la structure de l'eau, ou le comportement des photons, des choses que nous pouvons davantage contrôler.
Nous pouvons dire par exemple si le fait de se concentrer sur un résultat en particulier fait augmenter la probabilité que ça se produise. C'est en principe le cas, même si ce n'est pas garanti, loin de là. Si la probabilité initiale de décrocher par exemple le jackpot à la loterie nationale est d'une chance sur 300 millions, en fixant votre attention sur le désir de gagner, il se pourrait que vous baissiez les probabilités de 300 à 1 million, ce qui est déjà extraordinaire. Mais c'est quand même une chance sur 1 million, ce qui ne se produit pas très souvent. Par contre, si vous dites « je vais lancer une pièce et je veux qu'il y ait plus de piles que de faces qui sortent », bien, maintenant vous avez 50% de chance pour que ça se produise. Et si vous bousculez ces probabilités un tout petit peu, vous êtes, sur le long terme, susceptible d'obtenir les résultats voulus, ne serait-ce qu'à cause de l'argument probabiliste. Je crois donc que, effectivement, notre attention et nos désirs peuvent bousculer les probabilités et le résultat qui sera obtenu dépendra beaucoup de la clarté ou pas de nos désirs.